Bonjour à tous, nous commençons donc aujourd'hui notre troisième thème d'histoire qui s'intitule La Troisième République avant 1914, un régime politique et un empire colonial. Au sein de ce thème 3, il y aura 3 chapitres et nous commençons immédiatement par le chapitre 1, la mise en œuvre du projet républicain. Alors, la Première République avait eu lieu, vous vous en souvenez, entre 1792 et 1804. La Seconde République avait eu lieu entre 1848 et 1852. Et ces deux républiques avaient été des échecs qui avaient abouti à la mise en place, à la fin, d'un régime impérial et autoritaire, que ce soit Napoléon Ier en 1804 ou Napoléon III en 1852. Donc, contrairement à ces deux aînés, la Troisième République, celle qui va commencer donc en 1870 et qui va prendre fin en 1940, va trouver enfin le secret de la durée. Elle propose de constituer une nation unie, cette fois-ci, autour d'un idéal qui est l'idéal républicain. Alors la question que nous allons nous poser à travers ce chapitre, ça va être, malgré les oppositions, puisqu'elle rencontre des oppositions, malgré les oppositions qu'elle rencontre, comment la Troisième République regroupe-t-elle les Français autour d'un projet politique commun? Pour répondre à cette question, nous allons envisager 3 grands axes. La première partie sera la conquête du pouvoir par les républicains entre 1870 et 1879. Dans un second temps, en prolongement, nous verrons l'enracinement de cette république, un petit peu plus tard, donc entre 1879 et 1914. Donc là, on est sur un plan plutôt chronologique sur ces deux premières parties. Et en grand 3, les limites, donc une république qui est contestée, mais solide malgré tout. Voilà un petit peu pour le plan. Donc je vous propose tout de suite de commencer par le grand 1, la conquête du pouvoir par les républicains. Donc ce grand 1 se décompose en 2 sous-parties. Grand A, une naissance dans des conditions difficiles, et on reviendra un petit peu donc du coup sur la défaite de Sedan, la proclamation de la République, etc. Et puis dans un second temps, dans un grand B, on verra l'établissement du régime républicain, et on rentrera un petit peu plus dans les différents éléments qui ont fait que la République a pu finalement perdurer et s'installer durablement. La Troisième République va naître dans des conditions difficiles. Vous vous souvenez sans doute de la guerre contre la Prusse. Le 17 juillet 1870, la France a en effet déclaré la guerre à la Prusse. Je vous renvoie au chapitre précédent. Le 2 septembre 1870, à Sedan, Napoléon III, qui est donc l'empereur des Français, est capturé par l'armée prussienne. C'est donc une déroute. La nouvelle parvient rapidement à Paris, bien sûr, et les députés de l'opposition républicaine, comme par exemple Léon Gambetta ou encore Jules Ferry, vont proclamer la déchéance du Second Empire et l'avènement d'une république le 4 septembre 1870, soit 2 jours après la fameuse défaite de Sedan. Donc, vous avez un tableau ici, une huile sur toile de Jules Didier, qui vous montre un petit peu l'avènement de cette république le 4 septembre 1870, avec devant l'Assemblée nationale une foule qui attend cette proclamation. Donc les députés décident de former un gouvernement de défense nationale, un gouvernement qui va être dominé par Léon Gambetta, dont vous avez la biographie sur le PowerPoint, et ce gouvernement de défense nationale va se replier à Bordeaux, parce que Paris n'est plus assez en sécurité. Ce changement de régime va s'effectuer sans insurrection et sans émeute, ce qui est quand même assez notable pour la période. Les Prussiens vont assez rapidement encercler la capitale, et en réaction, les Parisiens qui sont restés s'enrôlent dans ce qu'on appelle la garde nationale, qui va constituer une troupe d'environ 250 volontaires qui vont défendre la ville avec un fort héroïsme. En province, la situation militaire est particulièrement critique. Elle se dégrade au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes, et face à la débâcle militaire, le gouvernement va se résoudre à signer un armistice avec l'Allemagne le 26 janvier 1871. L'Allemagne va imposer à la France des conditions d'armistice très dures, notamment imposer l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Pour la France, c'est réellement une humiliation. Les Allemands souhaitent que la paix
soient conclues régulièrement. C'est pour ça qu'ils insistent pour que des élections législatives soient organisées au plus tôt, et elles ont en effet lieu le 8 février 1871. Vous pouvez voir les résultats de cette élection législative sur la carte qui apparaît sur le PowerPoint. Les républicains vont payer la volonté de Gambetta qui souhaite à tout prix poursuivre la guerre, alors qu'en réalité le peuple français majoritairement souhaite la paix. Ces élections donc vont porter au pouvoir les monarchistes qui, eux, ont fait campagne en faveur de la paix, et les monarchistes vont choisir Adolphe Thiers comme chef du gouvernement. Vous connaissez sûrement déjà Adolphe Thiers, c'est un journaliste libéral qui a eu un rôle politique déjà lors de la Révolution des Trois Glorieuses, puis également sous la Seconde République, puis sous le Second Empire. C'est un homme politique qui a largement marqué le XIXe siècle. Donc la paix est signée avec l'Allemagne. L'Allemagne défile triomphalement dans Paris, ce qui ne manque pas d'agacer au plus haut point les Parisiens qui se sont battus pour la capitale. Le 10 mars 1871, l'Assemblée, qui siège, vous vous souvenez, toujours à Bordeaux, va décider de se réinstaller en région parisienne, mais elle va choisir Versailles plutôt que Paris. Pourquoi ? Parce qu'elle craint les émeutes révolutionnaires des Parisiens. Et c'est un choix qui est évidemment vécu comme une provocation par l'extrême gauche parisienne républicaine. Versailles, c'est la ville de Louis XIV. Donc forcément, c'est extrêmement mal pris par ces Parisiens, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la province, Paris avait voté massivement en faveur de candidats républicains. Il s'oppose donc aux décisions de Thiers et aux royalistes en général. En réaction, une grande partie des bataillons qui formaient, vous vous souvenez, ce qu'on appelle la garde nationale et qui avaient donc été les premiers défenseurs de Paris, vont refuser de se soumettre à l'autorité de ce qu'ils appellent les Versaillais. C'est un nom péjoratif qui va être donné à ces dirigeants monarchistes en raison de leur installation à Versailles. Et le 18 mars 1871, c'est là que le drame véritablement éclate. Thiers ordonne de s'emparer des canons de la garde nationale qui étaient stockés sur la butte Montmartre, et les Parisiens furieux vont s'opposer évidemment à ce retrait. Parmi ces Parisiens, on retrouve des figures qui vont après être marquantes dans la période qui va suivre, qui s'appelle la Commune. Vous retrouvez des personnes comme Louise Michel. Thiers va ordonner à ses troupes de se retirer de la ville pour en faire le siège. Donc la ville de Paris est assiégée par les Versaillais. La ville entière se révolte et va élire des représentants de ce qu'on appelle la Commune de Paris. Donc ça, cette élection se tient le 28 mars. Commune de Paris qui va adopter le drapeau rouge en remplacement du drapeau tricolore. Donc les communards, c'est le terme péjoratif qui va être utilisé par les Versaillais pour désigner les participants à la Commune de Paris, vont plonger dans une logique révolutionnaire marquée par la violence, avec notamment l'exécution de plusieurs otages. On peut à ce moment-là quasiment parler de guerre civile. L'Assemblée, évidemment, ne peut pas tolérer cette situation de violence. Donc Adolphe Thiers signe d'abord le traité de Francfort le 10 mai 1871. C'est le traité de paix avec l'Allemagne qui va donc ôter à la France l'Alsace-Moselle, puis lui infliger une lourde indemnité de guerre, et après va pouvoir en finir avec la Commune de Paris. Les troupes versaillaises pénètrent donc dans Paris avec une grande violence. C'est ce qu'on appelle la semaine sanglante. Cette semaine sanglante, elle a lieu du 21 au 28 mai 1871 toujours, et elle va marquer la fin de la Commune en faisant au moins 10 000 morts. Donc pour cela, je vous renvoie aussi à la carte qui vous montre bien les quartiers repris par les Versaillais en bleu, et à l'est parisien, les quartiers qui sont tenus par les communards, avec de nombreuses barricades, là encore, qui vont se faire jour dans la ville de Paris. Durant les combats, l'hôtel de ville ainsi que plusieurs autres bâtiments importants sont incendiés. Je vous renvoie là aussi au PowerPoint sur lequel vous pouvez voir une gravure de Numa Fils qui date de 1871 et qui montre bien les différents incendies dans Paris, notamment à l'hôtel de ville. Après la bataille, il va y avoir une répression judiciaire forte qui va succéder à la répression militaire, et là encore, de nombreuses condamnations, puisque des condamnations à mort, à la prison, ou encore des déportations, comme ce fut le cas de Louise Michel, qui a été déportée en Nouvelle-Calédonie.
En tout, on a à peu près 10 000 condamnations. Donc vous voyez que les conditions dans lesquelles sont nées la Troisième République sont particulièrement difficiles, entre à la fois une guerre avec un ennemi étranger et puis à la fois une guerre civile qui va avoir lieu dans Paris. Donc il est temps à présent de passer à notre grand B, l'établissement du régime républicain. Donc ce qu'on voit, c'est que les monarchistes sont désormais au pouvoir, dans un régime qui est pourtant une république, mais ces monarchistes considèrent la République comme un régime de transition qui serait destiné à préparer une restauration monarchique. Le problème, c'est que les monarchistes sont divisés. Ils sont divisés entre, d'une part, les légitimistes, vous vous souvenez, les légitimistes, ceux qui souhaitent le retour d'un Bourbon au pouvoir, entre les orléanistes, qui eux souhaiteraient plutôt un Orléans, et troisième branche, les bonapartistes, même s'ils ne sont pas vraiment royalistes, mais qui souhaitent tout de même le retour, mais cette fois-ci d'un Bonaparte. Ils n'arrivent donc pas à s'accorder sur celui qui doit être placé sur le trône, comme vous le montre cette illustration qui a été faite vers 1871, où vous voyez les orléanistes à gauche avec le comte de Paris et le drapeau tricolore. À droite, vous voyez le comte de Chambord qui représente les légitimistes et qui tient dans ses mains un drapeau blanc avec des fleurs de lys. Et enfin, agrippé au trône, mais à genoux tout de même, on retrouve les bonapartistes avec l'image de Napoléon III. Pour se donner le temps de choisir, ils vont désigner le 24 mai 1873 le maréchal légitimiste Mac Mahon, qui va devenir président de la République en remplaçant Thiers, qui finalement s'est lui rallié à la République. Mac Mahon va annoncer la restauration de ce qu'on appelle l'ordre moral. C'est une politique conservatrice qui confie à l'Église la mission de contrôler la société et qui devait permettre d'unifier les conservateurs, donc tous les partisans d'un retour à la monarchie qui étaient alors très divisés. En fait, ça ne va pas fonctionner, ça va surtout favoriser la combativité des républicains contre cet ordre moral et l'unité des républicains autour de l'anticléricalisme. C'est un mouvement qui commence à se former, qui est un mouvement d'hostilité à l'égard d'une intervention du clergé dans les affaires publiques. Alors, vous le voyez sur le graphique, en 1871, ces élections voient tout de même les républicains gagner un certain nombre de sièges. Ils en ont 162, même s'ils sont une minorité, même si la majorité reste conservatrice. Les divisions des monarchistes vont permettre le vote de ce qu'on appelle les lois constitutionnelles de 1875. Il s'agit de lois fondamentales qui donc définissent l'organisation des pouvoirs et le fonctionnement d'un régime politique. Et ces lois vont consolider la nature républicaine du régime. C'est donc la République qui s'affirme comme un régime parlementaire, avec un amendement qui est important, l'amendement Wallon, qui est adopté à une voix près à l'Assemblée et qui rend toute restauration monarchique impossible. Alors, la Troisième République, elle est ainsi constituée et elle respecte la séparation des pouvoirs, comme vous le voyez sur le schéma qui s'affiche sur le PowerPoint, avec l'exécutif d'un côté, avec la présidence de la République, un président élu pour 7 ans, et un président du Conseil nommé par le président de la République qui choisit ses ministres. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Séparé d'un pouvoir législatif, c'est les deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat. Le président de la République, qui donc au départ dispose d'assez larges pouvoirs. Le fait d'avoir de larges pouvoirs pour le président de la République, c'est une concession qui est accordée aux orléanistes, avec qui les républicains en fait ont dû s'allier pour faire passer ces lois constitutionnelles. Et vous allez voir que du coup ça va être amené à être modifié au fur et à mesure du temps. Toutefois, aux élections de 1876, les républicains deviennent majoritaires à la Chambre des députés. Vous voyez bien l'évolution entre 1871 et la Chambre des députés en 1876 sur le graphique. Désormais, les républicains détiennent 291 sièges. Ils sont donc désormais en majorité. Le 16 mai 1877, le président Mac Mahon est donc
contraint de dissoudre la Chambre parce qu'il espère avoir une nouvelle majorité royaliste. C'est un pouvoir du président, vous le voyez sur le schéma, le président de la République a le pouvoir, a le droit de dissoudre la Chambre des députés après avis du Sénat. Donc il dissout la Chambre des députés, il y a des nouvelles élections qui sont organisées, mais au terme des nouvelles élections, il y a une nouvelle majorité républicaine qui est mise en place. Donc en 1879, MacMahon est obligé de démissionner. Donc les républicains, qui sont donc majoritaires à la Chambre des députés, deviennent aussi majoritaires au Sénat. Ils vont élire Jules Grévy, qui va devenir président de la République. Et cette crise va avoir d'importantes conséquences sur le fonctionnement de la Troisième République, puisque désormais, à partir de Jules Grévy, les présidents vont renoncer à leur droit de dissolution de la Chambre des députés. Donc il n'aura été utilisé qu'une seule fois par MacMahon, ce droit-là. Évidemment, ce renoncement diminue considérablement le pouvoir du président. Il est également décidé, à ce moment-là, du retour des deux chambres qui constituent donc du coup le pouvoir législatif à Paris en 1879, Paris qui donc retrouve son statut de capitale. C'est une mesure symbolique qui est destinée à unir la nation et à effacer un petit peu le souvenir douloureux de la Commune. Après cette période de naissance fragile et difficile, la République commence à s'enraciner à partir de 1879 et ce jusqu'à la fin de la période qu'on va étudier, 1914. Alors ce grand 2 s'articulera en plusieurs sous-parties. Tout d'abord, en grand A, nous verrons la diffusion d'une culture républicaine, puis en grand B, nous verrons la construction d'une nation républicaine. Cette culture républicaine, c'est celle d'une république démocratique, tout d'abord, d'une république parlementaire, puisque c'est un régime d'assemblée, et enfin d'une république libérale. Alors tout d'abord, une république démocratique. La désignation à la tête des différents pouvoirs repose sur le suffrage direct pour ce qui est des députés ou indirect pour ce qui est des sénateurs ou du président de la République. Il s'agit du suffrage universel masculin qui est réaffirmé, un suffrage universel que l'on voit bien sur la fresque d'Alfred Bramto à la mairie des Lilas, qui représente un bureau de vote en 1891 et dans lequel on peut constater que toute la population peut voter. Alors toute la population, oui, mais seulement les hommes en réalité, puisque les femmes sont encore exclues du droit de vote. Afin de faire adhérer les campagnes, qui sont traditionnellement conservatrices, le suffrage universel est élargi aux conseils municipaux en 1884. Donc à partir de 1884, les hommes peuvent élire leurs conseillers municipaux directement. Les maires ne sont désormais plus nommés par les préfets, comme c'était le cas depuis Napoléon Ier, mais ils sont élus par les conseils municipaux. La Commune de Paris fait toutefois exception, puisque en raison du souvenir douloureux de l'épisode de la Commune, dont on a parlé dans la première partie, l'État souhaite contrôler Paris, et donc en réalité, ce n'est qu'à partir de 1977, donc très tardivement, que la capitale est de nouveau autorisée à désigner son maire. La participation aux élections est assez forte, plus de 75% des gens votent. En revanche, il faut attendre 1913 pour que le secret du vote soit assuré grâce aux isoloirs. Vous voyez d'ailleurs sur la peinture qui est affichée sur le PowerPoint, qui est donc la fresque d'Alfred Bramto à la mairie des Lilas, qu'il n'y a pas d'isoloir pour respecter le secret du vote. Les électeurs sont donc parfois influencés par les notables du village qui peuvent leur donner des indications de vote. Par ailleurs, il existe une limite majeure au suffrage universel, on en a parlé, c'est l'exclusion des femmes. En effet, les Françaises sont écartées du droit de vote. Pourquoi ? Car elles sont suspectées d'être sous l'influence des prêtres et donc proches des idées monarchistes. La mobilisation des premières féministes, comme on peut le voir sur la carte postale de 1910 qui s'affiche sur le PowerPoint, et le rapport parlementaire d'un certain Ferdinand Buisson qui agit en leur faveur en 1909, ne parviennent pas à changer la mentalité qui domine. Ces militantes, que l'on appelle les suffragettes, utilisent la liberté d'expression, de réunion et d'association pour fonder des mouvements. On peut par exemple
donné le nom de l'Union française pour le suffrage des femmes, qui est une association créée en 1909 et qui va regrouper 12 000 adhérentes en 1914 derrière la personnalité de Cécile Brunschwig. Il y a aussi des journaux comme le journal La Fronde ou le journal La Française qui portent ces revendications. Ainsi, entre 1880 et 1914, on ne compte pas moins de 112 associations et 44 journaux suffragistes, c'est-à-dire pour le droit de vote des femmes, dans le pays. De manière encore plus spectaculaire, certaines femmes présentent leur candidature lors d'élections municipales ou législatives, sachant qu'elles ne pourront pas être élues, et certaines, comme Hubertine Auclair, figure importante du mouvement des suffragettes, qui en 1908 détruit les urnes le jour d'une élection, comme vous pouvez le voir sur la une du Petit Journal, lors de l'élection municipale de Paris. En tout cas, en 1914, elles n'ont toujours pas obtenu gain de cause. C'est une république aussi parlementaire. On parle d'un régime d'assemblée. Vous vous souvenez de la crise du 16 mai 1877 qui a entraîné l'effacement du pouvoir exécutif devant le Parlement. Ce fameux moment où MacMahon a dissous l'Assemblée pour avoir une assemblée en sa faveur. Finalement, les nouvelles élections n'avaient pas amené une assemblée en sa faveur et il a été contraint de démissionner. Et après cela, plus jamais le droit de dissolution n'a été utilisé par un président de la Troisième République. C'est donc un régime d'assemblée, un régime dans lequel le pouvoir exécutif est plutôt subordonné au pouvoir législatif, le Parlement. Le Parlement est considéré par les républicains comme la meilleure garantie face à toute tentative de prise de pouvoir autoritaire, comme ça a pu être le cas dans les autres régimes. La Chambre des députés devient donc le lieu de débat enflammé, le lieu d'élaboration de la loi, et il devient donc un organe essentiel de la vie politique. Les députés sont élus au suffrage universel masculin et peuvent renverser le gouvernement. Par peur de la répétition d'un coup d'État, comme ça avait été le cas par Napoléon en 1851, le président est élu par le Parlement et non pas élu au suffrage universel direct. Et le régime est un régime donc qu'on qualifie de parlementaire, dans lequel le pouvoir présidentiel n'est que assez faible. Enfin, il s'agit d'une république libérale. Les républicains veulent établir une république stable, garante des principes de 1789. Ils réaffirment donc ces grandes libertés à travers des lois qui établissent les libertés fondamentales, qui étaient restreintes, vous vous en souvenez, sous le Second Empire. Donc, liberté de réunion avec la loi du 30 juin 1881, liberté de la presse et d'affichage avec la loi du 29 juillet 1881. Cette liberté de la presse et d'affichage dont vous avez un petit extrait de la loi est très importante puisqu'elle va contribuer à l'augmentation, à la multiplication des quotidiens, que ce soit les quotidiens nationaux ou les quotidiens régionaux. Vous voyez sur le graphique que le nombre d'exemplaires passe de 2,75 millions en 1880 à 9,5 millions en 1914. On constate donc un véritable essor de la presse qui est donc lié à l'alphabétisation, aussi à l'industrialisation parce que on invente de nouvelles machines comme la rotative, qui est une presse qui est montée sur un cylindre et qui permet d'imprimer en continu. Mais bien sûr, la liberté de la presse a évidemment un grand rôle dans cet essor de la presse. Autre liberté, la liberté syndicale. On parle de la loi Waldeck-Rousseau, dont vous avez un extrait dans le PowerPoint, qui est une loi qui date de 1884 et qui permet, qui autorise les syndicats, et il va s'en suivre une multiplication du nombre de syndicats, comme la CGT, qui est créée en 1895. Autre liberté, la liberté d'association, un petit peu plus tardive, puisque la loi date de 1901. Et cette dernière loi, qui est très importante, puisqu'elle permet la constitution des premiers partis politiques au sens moderne du terme. Voilà pour ce grand A. Nous allons passer désormais au grand B, la diffusion, donc la construction d'une nation républicaine. Pour rendre la République familière aux Français, on va diffuser
des symboles républicains. Ça, c'est le premier aspect de la construction de cette nation républicaine, c'est l'adoption de symboles républicains. Les villes et les villages vont se couvrir de places de la République, comme celle inaugurée à Paris en 1879, le fameux monument de la République, place de la République que vous pouvez voir ici sur le PowerPoint à Paris. Marianne donc devient l'allégorie, la représentation symbolique de la République. Elle est présente sur ces places, comme ici, mais également sur les timbres, sur les bustes qui ornent les mairies de toute la France. Le drapeau tricolore également et la devise liberté, égalité, fraternité deviennent des symboles républicains. La Marseillaise est rétablie comme hymne national en 1879. C'est un chant de guerre qui avait été initialement fait pour l'armée du Rhin, écrit par Rouget de Lisle en 1792. Il a une portée hautement symbolique. Il permet d'inscrire la République dans le patriotisme des grands ancêtres du temps de la Révolution française, alors que l'humiliation de la perte de l'Alsace-Moselle est encore vive. Donc ce chant de guerre pour l'armée du Rhin a un sens particulier pour la Troisième République. De grandes fêtes sont données en l'honneur de la Révolution française. Le 14 juillet devient la fête nationale en 1880 et le centenaire de la Révolution va être fêté avec un grand faste en 1889. Tous ces symboles permettent d'enraciner la République dans une conscience collective qui célèbre aussi des héros républicains, à l'image de Victor Hugo, à qui on va offrir des funérailles nationales en 1886 époustouflantes. Sa dépouille est admise au Panthéon. Vous voyez ici une photographie de la foule massée devant le Panthéon lors de l'arrivée du cortège. Et vous voyez également un article du journal républicain qui s'appelle Le Radical, qui date de 1885 et qui fait part de la mort de Victor Hugo. La commémoration et les hommages aux grands hommes permettent d'entretenir la ferveur des citoyens et de faire de la République une certaine religion. Les républicains veulent aussi former des citoyens qui adhèrent aux valeurs du régime. L'éducation, dans ce cadre, devient un enjeu fondamental. L'école, elle est vraiment au cœur du projet républicain. Preuve en est, si vous observez la carte postale qui représente cette école de campagne, on est à Gières, dans l'Isère, où l'école se situe dans le même bâtiment que la mairie. Preuve de l'imbrication des deux. Sous l'impulsion de Jules Ferry, dont vous avez la biographie sur le PowerPoint, qui est ministre de l'instruction publique à cette époque, les lois de 1881-1882 vont faire de l'enseignement primaire un service public. En 1881, l'école est désormais gratuite, puis en 1882, le dispositif est complété par une école obligatoire et laïque. Tout ça pour les enfants de 6 à 13 ans. Les instituteurs vont diffuser le modèle républicain, un modèle républicain intégrateur qui doit permettre à chacun de s'élever dans l'échelle sociale. Les programmes scolaires sont centrés sur la science, les progrès de la raison, sur la langue française pour lutter contre les langues régionales et créer une unité nationale, sur la géographie française pour apporter aussi du patriotisme, sur les apports de la Révolution française, donc sur l'histoire de la France en général. Le Tour de France par 2 enfants est un livre d'Augustine Fouillé, qui est écrit sous pseudonyme, mais qui va être destiné à l'apprentissage de la lecture et qui paraît en 1877. Ce livre va relater le périple de 2 orphelins alsaciens, et vous vous doutez bien qu'ici, l'origine de ces 2 orphelins est importante, et ces 2 orphelins alsaciens vont voyager à travers la France. C'est aussi un livre qui est évidemment un livre d'édification patriotique, un patriotisme que l'on retrouve dans les sujets d'histoire, par exemple, qui sont donnés aux élèves. Vous avez ici sur le PowerPoint 2 exercices qui sont donnés à des élèves des Hautes-Alpes en 1913. Sujet 1, l'enfant patriote. Sujet 2, disserter un petit peu sur liberté, égalité, fraternité.
Et si vous lisez un petit peu les sujets de ces compositions, vous verrez à quel point on ressent un certain patriotisme derrière ces exercices donnés aux élèves. Les jeunes filles bénéficient également de ces lois scolaires, puisque la loi Camille de 1880 va créer des lycées de jeunes filles pour leur ouvrir l'accès à un enseignement secondaire public. Toutefois, il va falloir attendre bien plus tard, en 1975, ce qu'on appelle la loi Abi, sous la Ve République, donc pas du tout dans cette période-là, mais il va falloir attendre ce moment-là pour que soit généralisée la mixité au collège et au lycée. Jusqu'alors, les écoles de filles et les collèges de filles sont bien distincts des établissements pour les garçons. L'égalité, c'est aussi la contribution des citoyens à la sécurité du pays. Et cela va se faire à travers ce qu'on appelle la conscription. En 1905, le service militaire devient obligatoire et universel. Avant, il y avait des dispenses possibles et des tirages au sort pour savoir qui serait conscrit. Ils sont désormais supprimés et cela permet un brassage social plus important au sein des régiments puisque toutes les classes sociales y sont représentées. Ça contribue effectivement à diffuser dans toute la France les valeurs républicaines, le patriotisme et le mode de vie urbain. Dernier élément de cette construction de la nation républicaine, c'est la laïcité scolaire. Il y a des tensions qui sont consécutives, vous vous en souvenez, à la politique d'ordre moral instaurée par MacMahon, et ça va donner aux républicains la volonté de réduire l'influence de l'Église catholique. Une Église catholique qui est majoritairement d'ailleurs hostile aux républicains. Pour garantir l'indépendance de la science et de la morale face aux religions, Jules Ferry décide d'imposer en 1882 la neutralité religieuse ou la laïcité dans l'enseignement scolaire public. Cette laïcité, c'est un principe selon lequel l'État ne favorise aucune religion et garantit à chacun sa liberté de conscience et d'expression de ses convictions. En 1886, la loi Goblet confie l'enseignement à un personnel uniquement laïque. L'instruction religieuse ne fait désormais plus partie des programmes scolaires, puisque les républicains veulent briser l'influence de l'Église sur les jeunes. Toutefois, afin de permettre aux enfants de suivre une instruction religieuse, Jules Ferry leur accorde un jour libre par semaine en plus du dimanche, c'est la loi du 28 mars 1882. En respectant la foi de chacun, l'école républicaine n'est donc pas anti-catholique. Elle est seulement anticléricale. C'est deux termes à distinguer, puisque anticlérical signifie une hostilité à l'égard de l'intervention du clergé dans les affaires publiques, mais pas une hostilité forcément à l'égard de la religion catholique. Donc on voit bien que la République s'enracine entre 1879 et 1914. Toutefois, ce sera notre grand 3, cette République est contestée, même si elle reste solide. Cette contestation, on va le voir en 3 grandes parties. La montée des oppositions. Entre 1887 et 1894, on constate que la République est fragilisée. En grand B, l'apogée un petit peu de ces oppositions avec l'affaire Dreyfus entre 1894 et 1906 qui devient un combat idéologique. Et enfin, un grand C, la Troisième République parvient à surmonter ces crises et à réformer son régime. Alors entre 1887 et 1894, la République est fragilisée par une montée des oppositions. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au milieu des années 1880, la République elle est confrontée à un fort mécontentement social qui est lié à la crise économique. Accusée à la fois d'incompétence et de corruption, suite à une série de scandales politiques et financiers qui sont révélés par la presse, les républicains modérés connaissent un recul aux élections de 1885. Avec une majorité parlementaire plus étroite, l'instabilité ministérielle s'accroît, c'est-à-dire que les ministres changent régulièrement. En 1887, Jules Grévy, vous vous souvenez qu'il était alors président de la République, est contraint de démissionner, car on apprend que son gendre se livre à un commerce de Légion d'honneur. L'antiparlementarisme se développe dans l'opinion. L'antiparlementarisme, c'est l'hostilité au régime parlementaire et aux hommes politiques qui le représentent. Cet antiparlementariste, il va notamment se voir à travers la crise boulangiste
entre 1887 et 1889, qui va nous montrer un petit peu le danger nationaliste qui pèse sur la République. Alors, il y a un mouvement un petit peu disparate, un petit peu divers, qui va de l'extrême gauche à la droite monarchiste et qui trouve un chef en la personne du général Boulanger, dont vous avez la biographie sur le PowerPoint. Donc, le général Boulanger, c'est un ancien ministre de la guerre, il a été ministre de la guerre en 1886, et il est très populaire parce qu'il est un patriote intransigeant vis-à-vis de l'Allemagne, et cela plaît à une certaine frange de la population. Il est élu député de Paris en 1889 et il va appeler à dissoudre la Chambre et à réviser la Constitution en faveur d'une république plus autoritaire. Alors que ses partisans donc le poussent à effectuer un coup d'État, vous voyez la une d'un journal pro-Boulanger qui s'appelle La Bombe, c'est le nom du journal, donc qui publie cette une le 14 juillet 1889, et on voit donc le général prendre d'assaut avec des drapeaux français le pouvoir. Et à l'inverse, les républicains vont s'unir pour défendre le régime. Et donc, inversement, on a une caricature du général Boulanger faite par les opposants qu'on retrouve en une du journal Le Grelot et qui représente en fait le général Boulanger comme une ombre de Napoléon Ier. Alors, les républicains vont finalement écarter la menace du boulangisme aux élections de septembre 1889. Le général Boulanger, qui craint une arrestation, va finalement s'enfuir et son mouvement va s'effondrer. Mais il y a eu à ce moment-là une crise qui aurait pu aboutir à un coup d'État et donc faire basculer la République dans un régime autoritaire. Élément supplémentaire de cette montée un petit peu des oppositions, c'est un scandale important qui est le scandale de Panama, qui a lieu en 1892 et qui va discréditer une partie de la République. Alors, la République, elle vient de triompher de la contestation boulangiste, donc elle va bénéficier à ce moment-là du ralliement d'une partie des catholiques, mais les opposants ne disparaissent pas, l'antiparlementarisme est à ce moment-là relancé avec ce scandale qui va mettre en cause une grande partie de la classe politique. C'est un scandale de corruption qui touche un certain nombre de ministres et un grand nombre de parlementaires, une centaine à peu près, qui sont accusés d'être corrompus par une compagnie, qui est la Compagnie du Canal de Panama, qui aurait payé une centaine de députés pour qu'ils votent en 1888 une loi qui lui serait favorable. Finalement, cette société va faire faillite, entraînant la ruine des petits actionnaires, et le scandale va se faire entendre au grand jour. Autre type d'opposition, c'est ce qu'on va appeler le mouvement anarchiste et le syndicalisme révolutionnaire. Vous vous rappelez que la Commune avait été durement réprimée, mais c'est pas pour autant que l'extrême gauche et que le mouvement ouvrier disparaît. Ce mouvement ouvrier, il va se reconstruire autour des syndicats qui sont autorisés en 1884 par la loi Waldeck-Rousseau et autour de plusieurs partis socialistes qui contestent le régime bourgeois. Il va y avoir une opposition plus violente qui va être menée par la frange la plus extrême, qu'on appelle les anarchistes, et qui dévie progressivement vers le terrorisme. À ce moment-là, la République est ébranlée par une vague d'attentats anarchistes entre 1892 et 1894. L'anarchisme, c'est un courant révolutionnaire qui rejette toute autorité politique ou sociale. Alors, en affirmant répondre aux violences commises par la République bourgeoise contre la classe ouvrière, les anarchistes, eux, donc, sont partisans d'une action violente contre l'ordre établi. Alors, comment ça va s'illustrer ? Ça va s'illustrer notamment par une bombe qui va être lancée en pleine séance de la Chambre des députés par un anarchiste qui s'appelle Auguste Vaillant en 1893. Un autre anarchiste, l'italien Caserio, assassine le président Sadi Carnot en 1894. Vous voyez ici un dessin de presse paru dans le Petit Journal qui vous montre cet assassinat qui a marqué les esprits. Alors, le gouvernement est particulièrement inquiet de la montée de ce mouvement anarchiste et va voter des lois qu'on appelle les lois scélérates, selon une expression qui va être utilisée par Léon Blum. Ces lois scélérates, donc, elles sont publiées en 1894 et elles vont réprimer les anarchistes, restreindre leur liberté d'expression
en interdisant par exemple la publication de journaux anarchistes. En réponse à ces lois, les anarchistes décident de faire des syndicats des armes politiques contre le capitalisme. C'est ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, et c'est ce type de syndicalisme qui est défendu par la CGT, fondée en 1895. Enfin, dernier type d'opposition, c'est l'extrême droite nationaliste. Elle découle des anciens boulangistes et des opposants à la République libérale. Alors vous avez des noms comme Maurice Barrès, qui vont se rassembler dans les années 1890 autour de ce qu'on appelle le nationalisme. C'est en fait l'exploitation politique du sentiment national, une idéologie qui va exalter la supériorité de la nation et appeler à la lutte contre les ennemis extérieurs, donc qui seront les autres nations, mais aussi les ennemis intérieurs. Alors en France, à ce moment-là, les ennemis intérieurs des nationalistes, ce sont les juifs notamment. En France, donc ça désigne le nationalisme agressif d'une extrême droite en opposition au patriotisme des républicains. Donc le patriotisme des républicains, lui, il est fondé sur une définition politique de la nation, une nation qui rassemble des citoyens, alors qu'à l'inverse, le nationalisme de l'extrême droite, il est fondé sur une définition biologique de la nation et non pas politique. Donc une nation qui rassemblerait les Français contre les étrangers et contre les Juifs à ce moment-là. Donc c'est un nouveau courant politique particulièrement fort qui va notamment se manifester dans une affaire connue, une affaire qui devient un scandale, qui est l'affaire Dreyfus. On en vient à notre grand B. L'affaire Dreyfus, entre 1894 et 1906, un combat idéologique. Alors en 1894, un officier qui s'appelle le capitaine Dreyfus, c'est un officier qui est d'origine alsacienne, il est de confession juive, vous verrez que ça a son importance, et cet officier-là est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Vous avez son portrait sur le PowerPoint. Il va clamer son innocence, mais il est dégradé, c'est-à-dire qu'on lui enlève son grade d'officier, et il est condamné à la déportation à vie au bagne en Guyane. En réalité, il n'est pas vraiment coupable, puisque le véritable coupable, c'est le commandant Esterhazy, et ce coupable-là finit par être démasqué quelques années plus tard, en 1898. Mais malgré le fait que le vrai coupable est démasqué, ce dernier est acquitté par le Conseil de guerre, puisque le Conseil de guerre ne souhaite pas reconnaître une erreur de l'armée et ne souhaite pas que soit publique cette erreur. Donc il y a un scandale qui n'est pas encore sorti, mais qui est, vous le voyez, en train de couver. Et il explose ce scandale très rapidement avec la publication de l'article connu d'Émile Zola, dont vous avez la biographie qui s'affiche sur le PowerPoint. L'article qui s'appelle J'accuse, et que vous pouvez lire certains extraits sur le PowerPoint, J'accuse, donc qui est publié dans le journal d'un homme politique qui s'appelle Georges Clemenceau, journal qui s'appelle L'Aurore, publié donc le 13 janvier 1898, et où Zola s'attaque pêle-mêle à l'armée, à l'État et au gouvernement, parce que ces derniers sont accusés de ne pas reconnaître une erreur judiciaire. Alors Zola il va être accusé de diffamation à ce moment-là, et puis condamné, notamment à la prison, et donc pour y échapper, il va s'exiler momentanément en Angleterre. L'affaire Dreyfus, elle va traverser une grande partie de la société française qui va être diffusée entre deux camps, le camp de ce qu'on appelle les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Le débat ne va pas seulement porter sur l'innocence ou la culpabilité de Dreyfus, ça va au-delà, puisque ça va opposer passionnément deux conceptions politiques, et on va y arriver. Vous voyez ici sur la caricature de Carandache, qui est paru dans le Figaro en 1898, un dîner en famille. Surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Et quelques minutes plus tard, la table est renversée, les gens se battent. La famille a parlé de l'affaire Dreyfus, ce qui montre bien à quel point, finalement, au sein même des familles, ces divisions étaient importantes. Le mot Dreyfusard, il désigne les partisans donc, de l'innocence de Dreyfus. C'est un camp qui compte des hommes politiques, qui viennent de la gauche socialiste et républicaine, mais aussi des intellectuels. On a Charles Péguy, par exemple, qui va se mettre dans le camp des Dreyfusards. Vous avez Zola, bien sûr, qui va s'engager pour l'innocence de Dreyfus et pour la révision de son procès. Et tous ces partisans de Dreyfus sont aussi des partisans d'une république soucieuse de vérité et de justice.
À l'inverse, le camp des anti-Dreyfusards va refuser la révision du procès et penser que Dreyfus est coupable. Alors, soit par antisémitisme, soit par respect de la chose qui a été jugée, soit encore par une confiance aveugle envers les institutions militaires, garantes d'une possible revanche contre l'Allemagne. Donc on n'a pas envie de discréditer les institutions militaires parce qu'on veut que l'armée conserve son prestige. De nombreux chefs de l'armée vont faire partie de ce camp des anti-Dreyfusards, aussi un certain nombre de dignitaires de l'Église catholique qui vont rejoindre ce camp des anti-Dreyfusards, aux côtés des forces nationalistes anti-parlementaires dont nous avions parlé. Je vous invite à lire le texte de Maurice Barrès, qui est le point de vue d'un anti-Dreyfusard. L'antisémitisme, donc la haine en fait du juif, et l'anti-républicanisme, le fait d'être opposé au système républicain, se déchaînent dans la presse anti-Dreyfusarde. Les ligues d'extrême droite nationalistes sont des organisations politiques qui privilégient l'action dans la rue, vont se mobiliser en faveur de cette deuxième conception, cette conception anti-Dreyfusarde, et elles vont s'organiser autour de l'affaire Dreyfus. La majorité de ces ligues sont hostiles à Dreyfus et à la République. Je vous donne quelques exemples de ligues d'extrême droite. Vous avez l'exemple de la Ligue d'Action française. C'est une ligue qui se constitue en 1898, l'Action française, qui existe toujours aujourd'hui. C'est une ligue qui est constituée autour d'un homme qui s'appelle Charles Maurras et qui a un programme de nationalisme intégral. C'est une doctrine qui est royaliste, catholique et nationaliste. Donc vous avez une affiche sur le PowerPoint qui date de 1908 et qui revient un petit peu sur ce programme de nationalisme intégral de l'Action française. Vous avez une autre ligue qui s'appelle la Ligue des Patriotes, dont le chef est Paul Déroulède, qui va en 1899 tenter de faire marcher des soldats sur l'Élysée lors des obsèques présidentielles de Félix Faure. Donc une tentation, encore une fois, là, du coup d'État. Finalement, c'est la victoire des Dreyfusards qui va arriver, puisque en 1899, Dreyfus est rejugé. Alors il est à nouveau condamné, puis gracié par le président de la République, qui s'appelle Émile Loubet, et enfin, il finit par être innocenté en 1906 et réintègre finalement l'armée. Donc on voit que cette affaire Dreyfus a été un petit peu le sommet, l'apothéose des divisions et des fragilités de la République. Finalement, la Troisième République, elle surmonte les crises et se réforme. La crise de l'affaire Dreyfus, elle va provoquer un réflexe de défense républicaine dans les partis républicains qui sentent la menace arriver des différentes oppositions. Et les partis républicains et socialistes vont s'unir contre la menace des nationalistes d'extrême droite, des fameuses ligues dont je parlais, et des cléricaux. Donc, la loi sur les associations de 1901 va permettre aux républicains Dreyfusards de former le Parti radical en 1901, le premier parti politique moderne en vue des élections législatives de 1902. C'est ce parti-là qui va obtenir une large victoire, amplifiée encore plus en 1906. Donc finalement, c'est les radicaux qui vont dominer la Chambre des députés et qui sont décidés à intensifier le combat contre l'influence de l'Église catholique, hostile à la République lors de l'affaire Dreyfus. Ce combat contre l'influence de l'Église catholique, il découle des idées des Lumières, et donc anciennes maintenant, et d'une nouvelle doctrine qui est le positivisme, une doctrine qui émane d'un philosophe français qui s'appelle Auguste Comte, et qui, selon lui, pense que l'humanité est entrée au XIXe siècle dans un âge positif où tout peut s'expliquer par la science et non plus par la religion. Donc les républicains pensent que la science est le moteur du progrès, c'est pourquoi ils décident de combattre, sinon la religion qui est vue comme une survivance du passé, au moins en tout cas le cléricalisme, c'est-à-dire l'idéologie qui viserait à donner au clergé un statut public et un rôle politique. Cela, les républicains n'en veulent pas. Les républicains donc mènent une politique de laïcisation qui concerne d'abord l'école, vous vous souvenez de la loi de 1882, mais qui vise aussi l'ensemble de la société. La loi de 1901 sur les associations permet au gouvernement de mieux contrôler ce qu'on appelle les congrégations religieuses,
qui sont en fait des associations de religieuses ou de religieux, ces congrégations qui sont souvent hostiles à la République et qui désormais sont soumises à une procédure d'autorisation. À partir de 1902, le gouvernement radical d'Émile Combes va engager un bras de fer avec l'Église et mène une politique franchement anticléricale. Il va faire voter l'interdiction d'enseigner aux congrégations religieuses non autorisées en 1904, une décision qui provoque la rupture des relations avec la papauté. Afin de résoudre les désaccords profonds entre la papauté et la République, le député socialiste Aristide Briand propose une loi de séparation des églises et de l'État dans un esprit de compromis. Cette loi vise à mettre fin au concordat qui avait été mis en place par Napoléon en 1801, vous vous en souvenez, et qui réglait les relations entre l'Église catholique et l'État. Son texte est débattu, retouché par les députés, voté finalement en juillet 1905. Je vous indique des extraits de cette loi de séparation des églises et de l'État, qui est un texte important que vous pouvez lire sur le PowerPoint. Désormais, donc, l'État ne nomme plus les évêques, ne salarie plus aucun culte, les biens ecclésiastiques deviennent la propriété de l'État, et les églises, si elles le souhaitent, peuvent former des associations cultuelles pour gérer les édifices religieux. Selon une logique de sécularisation, la laïcité devient une valeur centrale de la République française. Alors, si les protestants et les juifs ne s'opposent pas à la loi qui va entrer en vigueur en décembre 1905, à l'inverse, le pape la condamne fortement. Vous pouvez voir cette condamnation du pape Pie X dans cette lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie X au peuple français qui a été publiée le 11 février 1906 et que vous retrouvez sur le PowerPoint. Il interdit aux catholiques de constituer les fameuses associations cultuelles dont je viens de parler, et les catholiques français sont encouragés à s'opposer à la loi et à son application, même si il faut quand même noter qu'il existe des divisions entre les catholiques libéraux et la vision du pape. Pour les divisions, vous pouvez voir la réponse de 23 catholiques libéraux qui, eux, sont favorables à une loi de séparation de l'Église et de l'État. Alors, lorsque les autorités civiles entreprennent l'inventaire des biens de l'Église, puisqu'il s'agit cette fois-ci, les biens ecclésiastiques devenant propriété de l'État, il est nécessaire pour l'État de faire l'inventaire des biens de l'Église, des catholiques vont se retrancher dans les bâtiments religieux et s'opposer à l'entrée des forces de l'ordre. C'est ce qu'on appelle la crise des inventaires. Ça a lieu en 1906, quelques mois en fait seulement après la parution de la loi. La loi de 1905 en effet prévoyait de dresser un inventaire des biens présents dans les lieux de culte avant qu'ils ne soient transférés à des associations cultuelles. Ces inventaires suscitent de graves incidents et une flambée de violence en 1906 puisque de nombreux catholiques considèrent l'entrée des agents de l'État dans l'Église comme des violations de leur sanctuaire et donc souhaitent s'y opposer. Vous avez plusieurs illustrations, notamment les gendarmes qui enfoncent la porte d'une église à Yssingeaux en Haute-Loire le 7 avril 1906, vous voyez l'image centrale. Et vous avez aussi la une d'un journal républicain qui s'appelle Le Petit Journal, qui est paru le 18 mars 1906 et qui vous montre là aussi une scène de violence entre les gendarmes et les catholiques. Le 6 mars 1906, un manifestant est tué dans le nord de la France, à Beuchep, et le ministre de l'Intérieur, qui est Georges Clemenceau, essaye de calmer les choses et de rechercher l'apaisement. Il y parvient finalement. Ainsi, pour conclure, en 1914, la République est désormais bien ancrée en France. Elle doit cependant faire face à des oppositions, parfois violentes, et des difficultés. On l'a vu. Si une majorité de gauche, qui est dominée par ce qu'on appelle les radicaux, gouverne la France de 1899 à 1906 et tente aussi de se rapprocher des ouvriers par des réformes sociales, ces réformes sociales, restent assez limitées, ce qui entraîne des contestations et des grèves menées par les syndicats révolutionnaires. La République y répond durement avec Georges Clemenceau, qui est ministre de l'Intérieur de 1906 à 1909 et qui est surnommé le briseur de grève. Par ailleurs, le désir de revanche face à l'Allemagne reste
important tout au long de la période. Ce qu'on appelle un revanchisme. Ce revanchisme est à l'origine de plusieurs crises avec l'Allemagne, notamment au Maroc. Ainsi, la République se prépare à une guerre éventuelle en augmentant la durée du service militaire de 3 ans en 1913, un an avant la Première Guerre mondiale.